Ah oui, il faut que j'enlève ça. Excusez-moi. On le sait plus, hein? On ne sait plus. Alors, bonjour. Merci d'être là. Je voulais, dans un premier temps, peut-être commenter sur le projet de loi 28 qui a été déposé ce matin. Et honnêtement, là, je trouve que là, il y a des limites à rire du monde, là. C'est un projet de loi qui non seulement reconnaît qu'il n'y a plus d'urgence sanitaire, mais qui maintient les pouvoirs du gouvernement jusqu'à la fin décembre 2022. Alors, il n'y a pas d'urgence sanitaire, mais on aime ça, le pouvoir, et on aime ça pouvoir faire ce qu'on veut sans rendre de compte. Et ce qui signifie que ces pouvoirs-là, le gouvernement va les avoir pendant tout l'été, pendant la campagne électorale et après les élections d'octobre prochain. Ce qui n'a absolument pas de sens. Là, il n'y en a pas d'urgence sanitaire. Le gouvernement devrait se comporter comme un gouvernement responsable et imputable et pour devoir rendre des comptes à la population. Alors, moi, j'en ai déposé un projet de loi qui est tout à fait correct et qui encadre mieux la loi sur la santé publique. Mais ça ne les intéresse pas parce que mon projet de loi ne leur accorde pas des pouvoirs si abusifs. Alors, nous avions et nous avons toujours une proposition pour la sortie de crise qui est simple, compréhensive. Puis je vais peut-être laisser M. Duhem vous en faire état. Bonjour tout le monde, merci d'être là. D'abord, je veux dire comme Claire qu'on est excessivement déçus du projet de loi qui a été déposé ce matin par le ministre de la Santé, Christian Dubé. On voit que ça a pris un claquement de doigts entrer en crise sanitaire puis nous imposer l'état d'urgence. Mais pour en sortir, ça semble beaucoup plus compliqué pour le gouvernement. Un coup que le gouvernement et la bureaucratie ont les mains, puis les politiciens ont les tentacules bien accrochés auprès de certains pouvoirs, on voit que c'est beaucoup plus difficile de les tasser que ça a été de les amener. Aujourd'hui, on veut présenter au Parti conservateur du Québec un plan en 5 points pour la sortie de crise véritable et définitive. La première, Claire vient de la mentionner, c'est que la fin de l'état d'urgence sanitaire doit être inconditionnelle. Puis pour ça, ils n'ont pas besoin d'un projet de loi, ils ont juste besoin d'arrêter d'adopter des décrets après décrets, après décrets, après décrets, après 103 décrets. Il faut que ça cesse. Donc, la première étape, ce serait celle-là. La deuxième, ce serait évidemment le dépôt d'ici la fin du mois d'un rapport d'événement, comme c'est prévu à l'article 129 de la Loi sur la santé publique. On pense que c'est important que ce rapport-là soit déposé au plus vite parce que vous savez comme moi que les travaux parlementaires sont prévus pour se terminer dans moins de 2 mois. Donc, on pense que d'ici au cours des 2-3 prochaines semaines, le gouvernement devrait déposer le rapport pour que les parlementaires puissent en prendre connaissance et puissent questionner le gouvernement sur cet important élément. La troisième chose, ça vient, vous avez vu l'étude qui a été déposée la semaine dernière par l'Observatoire des profilages qui a parlé des près de 50 000 contraventions qui ont été données aux Québécois pendant la crise. Si on sort de crise et on veut réconcilier les Québécois, ce rapport-là, pour nous, a été assez accablant. On pense que ce serait important pour le gouvernement, dans un geste d'unité, d'abolir justement ces 46 563 contraventions de 1 500 $ qui ont été principalement attribuées à des gens démunis et amnistier ces contrevenants-là. On pense que c'est important dans une sortie de crise là, de dire que oui, il y a eu des abus, oui, il y a eu des choses le gouvernement est allé beaucoup trop loin. Ça serait une forme de reconnaissance pour le gouvernement là, de vouloir réconcilier l'ensemble des Québécois. La quatrième demande, ce n'est pas une nouvelle demande, puis je pense que tous les partis d'opposition sont d'accord, puis la CAQ a failli être d'accord au début, mais depuis ce temps-là, a refermé la porte. C'est la mise en place rapide d'une commission d'enquête publique et indépendante sur l'hécatombe dans les CHSLD. On croyait et on croit toujours que c'est important de savoir ce qui s'est passé pour éviter de répéter encore une fois ces erreurs-là. Et finalement, notre dernière demande, la cinquième, c'est on voudrait que le gouvernement interpelle la vérificatrice générale afin d'examiner tous les contrats sans appel d'offres qui ont été donnés depuis 2 ans. Vous avez vu comme moi les chiffres qui sont sortis au cours des derniers jours. On croit que c'est important de pouvoir faire la lumière sur ça. Il y a toutes sortes d'allégations qui ont eu lieu. Vous avez vu un sous-ministre démissionner la semaine dernière dans des circonstances assez particulières à la suite de révélations que les médias ont sorties. On a vu aussi d'autres contrats qui ont été donnés à des firmes
qui n'ont même pas pignon sur rue au Québec, qui ne sont même pas dans le domaine pour lequel ils ont obtenu des millions de dollars de contrats. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que la vérificatrice générale de mettre le nez dans ces contrats-là le plus rapidement possible. Donc, c'est grosso modo, c'est notre plan pour la sortie de crise. Pour nous, ça serait une véritable sortie de crise définitive. Plutôt qu'un projet de loi qui n'a de sortie de crise que le nom, parce que quand on regarde, les pouvoirs, malheureusement, du gouvernement demeurent. Puis pire que ça, les contrats sans appel d'offres qui ont été donnés, je vous rappelle qu'ils peuvent encore continuer à les exercer pendant 5 ans. Donc, c'est même pas le 31 décembre, ça ne sera même pas fini. Il y a même des articles qui prévoient un échéancier de 5 ans pour certaines clauses. Donc, c'est tout. S'il y a des questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Bonjour. Comment vous le qualifiez, le projet de loi, en quelques mots? Bien, c'est un trompe-l'œil. C'est un projet de loi qui donne l'illusion de sortir de la crise alors qu'il laisse le pouvoir au gouvernement. Il étire les contrats de sans appel d'offres pendant 5 ans, puis il donne les pouvoirs au gouvernement jusqu'à après les élections, soit le 31 décembre prochain. Quelle est l'aide? Ça veut dire au-delà des prochaines C'est élections. ça, fait que... Et ultimement, incluant un prochain mandat de la CAQ s'ils sont C'est élus. ça. Il n'y a rien qui va les empêcher après l'élection de faire ce qu'ils veulent si jamais ils sont réélus. Quel est l'intérêt du gouvernement, selon vous, à poursuivre dans cette voie-là, à se donner des pouvoirs? Bien, ce qu'ils veulent, c'est évidemment, c'est donner l'illusion qu'ils font quelque chose contre, excusez-moi, c'est très brillant. Ils veulent donner l'illusion qu'ils sont en train de faire quelque chose pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire tout en conservant tous les pouvoirs. C'est clair que, dans le fond, ils ne veulent pas sortir de la crise. Ils veulent continuer à gérer par décret. Et ça, c'est inacceptable. Puis en plus, ce que j'ai trouvé particulièrement odieux aujourd'hui du ministre de la Santé, c'est lorsqu'il commence déjà à pointer les partis d'opposition du doigt en disant que, bien là, on ne sortira peut-être pas de la crise si vite que ça, parce que ça va dépendre à quelle vitesse l'opposition va poser des questions sur notre projet de loi, puis s'ils vont faire des consultations ou non. Puis nous autres, c'est sûr qu'eux voudraient l'adopter, j'ai l'impression, 1, 2, 3, pour faire ça très rapidement. Encore une fois, en absence de démocratie, c'est inquiétant quand on voit ça. Donc, on comprend que vous allez vous opposer à ce projet de loi. Absolument. Mais qu'est-ce qui pourrait être une voie de passage? Est-ce qu'il y a façon de s'arranger ou pour vous, pour lever l'urgence sanitaire, il n'y a rien d'autre? Je pense que, si vous regardez, c'est un projet de loi qui est relativement court quand même, c'est seulement quelques articles. Moi, je pense que l'article qui pourrait faire un consensus, c'est le premier. Le reste, là, on pourrait s'en passer. Donc, il pourrait appeler le projet de loi 898 de Claire Sanson. Il est déjà rendu en deuxième lecture. Ça ira encore plus vite. Donc, ça, pour nous, ça serait une sortie de crise qui serait acceptable. Si je me fais l'avocat du diable, M. Dubé disait, en fait, les mesures, les décrets qui vont rester en place, c'est opérationnel pour pouvoir continuer à gérer la pandémie. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces mesures-là qui peuvent rester en place jusqu'à la fin de l'année? Bien, écoutez, c'est juste que le gouvernement s'est octroyé des pouvoirs. Pourquoi s'il n'y a plus de crise, pourquoi maintenir ces pouvoirs-là? Vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est arrivé souvent que le gouvernement, historiquement, est intervenu pour faire face à la crise, puis malheureusement, pour ressortir de cet état de crise, mais là, on le voit, là, ils veulent garder les deux mains sur les pouvoirs qui leur ont été octroyés. Pour moi, c'est inacceptable. Il n'y a pas de compromis à faire sur telle chose, vous allez le garder, telle chose, vous n'allez pas le garder. Non, on revient à la normale. Bien, la normale, c'est la normale qui existait il y a 2 ans au Québec, pas la normale que Christian Dubé veut définir dans un nouveau projet de loi. Moi, il y a une chose qui m'agace terriblement dans ce projet de loi-là. Enlève ton masque. Excusez-moi. Il y a une chose qui m'agace terriblement, c'est qu'ils veulent pouvoir continuer de collecter des données sur la vaccination et le dépistage. Moi, je ne veux pas que ce gouvernement-là ait accès à mes données confidentielles de santé. Je vais toujours m'y opposer. Envers et contre tous, il n'y en est pas question que ce soit ce projet de loi-là ou celui du ministre Kerr, qu'on puisse aller payer notre épicerie avec notre téléphone, puis que le gouvernement sache qu'est-ce qu'on a acheté et à quel prix. Il n'y en est pas question. C'est important ce que Claire vient de souligner. Là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur pourquoi le gouvernement veut emmagasiner autant d'informations sur les Québécois. Vous savez que l'identité numérique, ça soulève une grosse problématique pour bien des gens. Quand j'ai entendu le ministre Kerr nous dire il y a quelques jours que quelqu'un qui irait à l'épicerie s'acheter effectivement une caisse de bière puis qui arriverait avec son cellulaire, que la personne au dépanneur saurait sa date de naissance puis saurait si elle peut y vendre une caisse de bière ou non. Moi, je m'excuse, mais quand je vais acheter une bière, là, la fille à la caisse, la caissière n'a pas besoin de savoir quelle date je suis né puis quel âge j'ai. Là. Si vous aviez moins de 18 ans, oui.
Bien, qu'elle me demande ma carte de... On a toujours vécu avec des cartes d'identité, puis on a toujours été capable de prouver ça, mais que tout le monde, systématiquement, c'est parce que là, c'est informatisé, puis vous savez comme moi que le gouvernement du Québec n'a pas le meilleur bilan en matière d'informatique. Vous savez comme moi qu'il y a des risques au niveau de la sécurité, de la confidentialité des données. Il y a beaucoup de gens présentement qui sont inquiets de ça, puis de voir qu'ils se servent en plus de l'état d'urgence sanitaire pour collecter des données, puis qui veulent perpétuer ça. Moi, je suis de ceux qui croient qu'au contraire, toutes les données qui ont été comptabilisées par le passeport vaccinal, il faudrait éliminer ça, il faudrait détruire ces données-là pour éviter justement que ça coule ou que ça soit utilisé à mauvais escient. Il va y avoir une commission parlementaire sur le projet de loi, évidemment. Quel groupe ou quel type de personnes vous souhaiteriez entendre en commission parlementaire? Bien, la Ligue des droits et libertés, les avocats qui sont sortis pour parler des droits civiques, les gens qui se sont levés justement contre... J'ai vu aussi des avocats, plusieurs avocats, même le Barreau du Québec a commencé à sortir. Je pense que c'est le genre de groupe et d'intervenants qu'on aimerait entendre à la commission parlementaire qui va se pencher sur le projet de loi. Contrevenir à des droits fondamentaux? Bien, on le fait depuis 2 ans, effectivement. Le fait de retenir mes données personnelles Enlève ton masque, et viens parler. mes données personnelles et confidentielles, ça enfreint ma liberté. Ben oui. Et je refuse que le gouvernement recueille mes données personnelles, puis que je sache, on n'est pas dans un État policier, là. Alors, je trouve ça inacceptable. Vous avez demandé qu'on amnistie toutes les personnes qui ont reçu des amendes pendant la pandémie. Je comprends, vous dites qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables, pour qui on devra peut-être faire une exception, mais là, vous dites, en fond, bien, il n'y aurait pas dû y avoir d'amende du tout, donc faisons l'amnistie totale de tout. Je veux juste revenir sur le rapport de l'Observatoire des profilages, parce que ça a été un rapport important qui n'a pas fait beaucoup de bruit la semaine dernière, mais qui est très important quant à moi. D'abord, la majorité des contraventions ont été données pendant le couvre-feu. C'était des gens qui sont contrevenus, qui sont sortis le soir. Là. On apprend ça dans le rapport. Dont des sans-abri. Et donc toutes sortes de gens qui ont des problématiques. Puis on sait qu'il y avait une iniquité des sacrifices qui ont été demandés aux Québécois, particulièrement durant le couvre-feu. Vous savez, quand quelqu'un habite dans un loyer, pas de balcon, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a un grand terrain à la campagne. Il y a des gens qui ont subi des sacrifices importants. Ces gens-là, 1 500 $, ça représente une grande partie de leur budget. L'Observatoire note même que c'est des gens à plus faible revenu qui se sont ramassés avec les contraventions en majorité. On apprend aussi que au Québec, c'est 66 % de toutes les contraventions qui ont été données au Canada ont été au Québec. C'est pour ça qu'ils parlent de répression policière, même dans le rapport. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment... qui est dérangeant. Pourquoi le Québec a agi de façon aussi répressive avec sa population? Pourquoi, vous savez comme moi, qu'au Parti conservateur, depuis le début, nous, on pense qu'il aurait fallu faire appel à l'intelligence des gens, puis à la bonne volonté des gens, puis inciter les gens, puis recommander des choses. D'ailleurs, j'ai entendu le ministre aujourd'hui dire ça, là, que s'il y avait une autre vague, peut-être qu'on va recommander aux gens, puis on va leur dire, on va demander à la santé publique de dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais on les obligera pas. Nous, ça a été notre approche depuis le début. Là, on les a obligés. On leur a donné 50 000 contraventions à 1 500 $ chacune. C'est abusif. Si ça avait été des tickets à 100 $, là, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous demander ça. Mais étant donné le montant, puis il y a beaucoup de ces gens-là présentement qui n'ont pas payé, ils contestent leur contravention, ça va coûter une fortune en avocat. Au bout du compte, on n'est même pas sûr qu'ils vont avoir l'argent pour payer. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, puis possiblement même une perte d'argent pour l'ensemble des contribuables. Il y a certaines personnes qui ont délibérément enfreint les règles. Il y en a d'autres qui sont dans la situation dont vous parlez, mais vous demandez d'avoir une amnistie pour tout le monde? Oui. D'abord, les gens, bien, parce que comment vous voulez déterminer laquelle de ces personnes-là? Mais juste le fait qu'on est une population là, qui est 25 % du Canada, on a 66 % des contraventions. On sait que la majorité de ces contraventions-là, c'est des couvre-feux, c'est des gens qui sont sortis à l'extérieur des heures de couvre-feu. On sait aujourd'hui que l'avis de la santé publique sur les couvre-feux était défavorable. On sait que le gouvernement n'est pas capable de nous prouver que scientifiquement, il y a eu des conséquences positives, mais on connaît, juste un instant, on connaît déjà les impacts négatifs, cependant, du couvre-feu sur la vie des gens, mais l'impact positif, on ne l'a jamais prouvé. Donc, ils ont avancé des mesures qui étaient injustifiées. Et aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à payer des amendes parce qu'ils ont contrevenu à une loi qui était injustifiée à la base et qui n'a jamais été recommandée. Est-ce que vous avez vu un avis de la santé publique qui était défavorable au couvre-feu? Bien, c'est l'avis qui a été rendu public par Thomas Gerbet de la presse, pas de la presse, pardon, du Radio-Canada, sur la santé publique de Montréal, exactement. Mais en fait, c'est le seul avis qu'il y a eu sur le couvre-feu. C'est pas un des avis, c'est le seul avis qui a été rendu public. Donc, pour nous, ça n'a pas de sens. Il faut que ces gens-là puissent être amnistiés. Les gens qui ont payé leur contravention, il faut les rembourser. Les gens qui contestent devant les tribunaux, il faut laisser tomber les charges contre elles.
Merci beaucoup. Merci à vous.